si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Ce matin, en ouverture d'émission, petite observation de la rue, mais le pétrole, l'essence à Montréal présentement est à un sommet si on considère le 10 sous que M. Carney a enlevé, la taxe d'accise. Si tu la remettais, on serait à 2 et 3 ce matin. Le prix du baril a remonté. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Est-ce qu'il y a espoir? De l'espoir, il y en a toujours, Mario. Tu le sais, et quand on fait de la politique, on table toujours sur l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir immédiat et réaliste d'un règlement? Deuxième question. C'est ce que M. Carney peut-être pensait lorsqu'il a décidé d'enlever les taxes, mais pour autant, ça ne dissout pas le problème, car il demeure entier. Le baril de pétrole, comme on dit en France, est à la hausse, $110 aujourd'hui, parce que le détroit est toujours aussi congestionné. Peut-être faudrait-il qu'ils prennent du méthamucil, le détroit, pour permettre un meilleur transit. Oui. Ça n'arrivera pas à court terme, je crois. Et je me fais à l'idée que dans le plan de match du président américain, alors c'est une hypothèse, je te l'ai soumise ce matin dans un courriel que je t'ai envoyé. On fait de la politique fiction, mais une fois de temps en temps, comme de toute façon on est pris à supputer ce qui se passe, on a très peu d'informations concrètes sur laquelle on peut construire des édifices. Sinon, les quelques déclarations du président qui des fois semblent contradictoires, puis les Iraniens qui sont assez constants avec, on l'a compris, aussi un bras de fer entre deux factions, peut-être une plus jusqu'au boutiste qui pense être en position de force, avoir la main et qui tient la ligne dure à l'endroit des États-Unis, refuserait même de négocier parce que ça serait une forme de capitulation simplement que d'avoir un dialogue avec les Américains, pensant peut-être qu'ils vont, eux, choisir de mettre le genou à terre avant. Donc, depuis le début, et c'est ce qui fait que le prix du baril aujourd'hui est un petit peu plus haut qu'il l'était hier et que ça fait mal quand on va faire le plein, on n'a pas solutionné le problème. Les Iraniens disent, nous, on serait prêts à s'asseoir à la table pour négocier la réouverture du détroit d'Ormuz avec des Américains qui disent oui, mais non, parce que, évidemment, si on a fait la guerre, c'était pas parce qu'on voulait faire en sorte que les bateaux passent mieux dans le détroit. C'était vrai avant la guerre. C'était pour retirer à l'Iran son potentiel nucléaire. Et les Iraniens disent deuxième négociation. Alors, le lieu commun qui est répété, puis on en a parlé mais souvent. Mais stable des Iraniens, là. Tout à fait. Il y a aucun doute. On va régler tout ce qui est facile, puis le nucléaire, on verra ça plus tard. Mais tu sais, le plus tard viendra jamais parce qu'une fois que t'as diminué la tension, que t'as mis fin à la guerre, le nucléaire. Tu veux revenir en arrière. Tu veux surtout pas revenir en arrière avec un prix du baril de pétrole qui commence à augmenter. Et il faut voir que le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, avant d'être à Moscou hier après-midi, pour heure locale, était passé par Oman, qui était la navette diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, qu'ils ont attaqué les Iraniens pendant la guerre, mais pour autant les portes étaient ouvertes, on était prêt à parler. Pourquoi? Pour mettre la table, créer de l'appétit chez les pays du Golfe, qui sont sans doute insatisfaits de la protection qu'ils ont eue des Américains, du deal avec les Américains et qui veulent commencer au plus vite à renvoyer sur les marchés mondiaux leur gaz liquéfié, leur pétrole et les engrais dont on a aussi beaucoup besoin parce que tu le sais, t'es fils d'agriculteur ou sinon peut-être d'éleveur, mais dans ton pays, les récoltes, ça se prépare et c'est en semant maintenant, bientôt au printemps, c'est vrai en Europe, sans engrais. Non, mais les achats d'engrais, c'est là, le mars-avril, on était dans la période critique, là. On est dans cette période critique et les Iraniens mesurent tout ça. C'est pour ça donc qu'il y a eu une petite tournée par Oman et par extension aussi un écho chez les voisins du Golfe pour leur dire, si vous voulez, faites pression sur les Américains peut-être pour qu'on leur ouvre le Golfe. Et on dit, à répétition, Donald Trump effectivement est pressé parce qu'il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent en novembre. Il ne voudra pas les perdre. On parlera peut-être demain de la guerre nucléaire que se livrent démocrates et républicains sur la carte électorale qui est redessinée à vitesse grand V dans plusieurs États. C'est une bataille passionnante et très inquiétante d'un point de vue démocratique. Mais si on fait le pari que Donald Trump, c'est déjà, il s'est fait à l'idée que en novembre, il va perdre une des deux chambres, probablement la Chambre des représentants, et que tout ce que ses instincts lui disent, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire pour la récupérer. Dans un pareil contexte, il ne le concédera jamais publiquement. C'est une thèse que j'ai développée avec toi il y a quelques semaines.
Mais il n'y aurait rien à perdre à prendre son temps, sachant que de toute façon, le mal est fait. C'est-à-dire que le prix à la pompe, l'insatisfaction au sujet de la guerre, il réussira pas à effacer la chose. C'est un passif qui va peser lourd et qui va perdre ses élections. Dans une pareille perspective, tu as plus de temps. Du temps pour faire pression sur des Iraniens qui pensent la même chose que tout le monde, que les élections sont une horloge qui va presser le président. T'attends 1 mois, t'attends 2 mois, alors là, on dira, ça y est, c'est cuit. Mais si c'est de toute façon cuit dans ta tête, t'as plus rien à perdre. Et c'est la logique des Iraniens en toute forme de négociation. Ils ont rien à perdre. Le pays a été écrasé sous les bombes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et c'est vrai, ils ont du temps parce qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre et préféreront sauver la face, gagner du temps que de signer un mauvais deal. Trump, faisons le pari encore une fois, c'est de la politique fiction, qu'ils se disent à peu près la même chose. Politiquement, j'ai plus grand-chose à perdre, donc pourquoi ne pas attendre et peut-être récolter un fruit beaucoup plus mûr, juteux et politiquement payant en mai, en juin ou en juillet s'il le faut, avec des Iraniens qui voudront, avec plus de soif, retourner à la table pour trinquer avec les Américains. C'est en tout cas une hypothèse qui me semble de plus en plus possible et qui, du point de vue des Iraniens, est très désagréable à contempler parce qu'on le voit, s'ils sont prêts à rouvrir le détroit d'Ormuz, c'est parce que le blocus des Américains, même s'il n'est pas parfait, a un impact. On l'a dit aussi, à terme, c'est la capacité de stockage, c'est la production de pétrole qui pourrait être stoppée, fermée dans certains puits. Alors, il y a des solutions. On peut brûler du pétrole. Ça a l'air fou, comme brûler des dollars, ça a l'air fou. Mais les Iraniens pourraient choisir, plutôt que de fermer certains puits, de produire et de brûler, ce qui est évidemment effrayant d'un point de vue écologique, mais qui est peut-être un moindre mal. Il y a toutes sortes de solutions. Mais ce ne sont pas des solutions qui sont agréables à contempler. Et dans cette pareille perspective, l'horizon de temps est peut-être pas si long pour les Iraniens. Et Trump pourrait peut-être, s'il va jusqu'au bout de cette logique, faire pression et obtenir plus que s'il se précipite maintenant. Ceci étant dit, hier, Marco Rubio disait « La proposition qu'on a étudiée est surprenante parce qu'au moins, ils veulent mettre un terme à la guerre. » La barre est vraiment très, très basse quand tu entends ça. Et indiscutablement, même si les États-Unis ne sont pas dépendants des pays du Golfe pour leur énergie, les coûts, eux, sont à la hausse. Et s'ils peuvent attendre très longtemps, sachant que les usines vont continuer à tourner, quant à le reste de la planète qui te regarde, je te rappelle la déclaration du chancelier Merz hier, tu l'as peut-être lu, qui disait que les Iraniens étaient en train d'humilier les États-Unis. Le chancelier allemand dit les Iraniens humilient les États-Unis. Le même qui, quelques jours après le début des opérations militaires, était au bureau ovale à côté de Donald Trump et disait finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire, on l'aimait pas, l'ayatollah. Et sans dire qu'il était parfaitement à côté des Américains, comprenait le sens de cette opération, et aujourd'hui se permet de parler de l'humiliation des Américains. C'est pas nécessairement celle-là. Non, pas du tout. Hey, et ils sont nombreux en Europe à avoir le même discours. Rapidement, le roi Charles qui est à Washington, jolie petite rumeur qu'on a laissé circuler en Europe du côté américain à la veille de son passage. C'est fantastique. Alors, c'est un mémo qui a été écrit pour être fuité. Elbridge Colby, le petit-fils d'un ancien patron de la CIA, je t'en parle souvent parce qu'il joue un rôle important en coulisses, M. Colby. C'est une tête, c'est lui qui avait écrit la National Security Strategy des États-Unis en décembre dernier, dont on a tellement parlé, où on parlait, entre autres, de l'effacement civilisationnel en Europe, a écrit une note pour dire « Que pourrions-nous faire pour embêter les Européens qui nous aident pas dans la guerre contre l'Iran? » 2 idées remontaient à la surface. Suspendre l'Espagne, qui est comme un gros caillou dans la chaussure de M. Trump. Suspendre l'Espagne de l'OTAN. Il n'y a aucun mécanisme dans le pacte qui lie les pays pour le faire. Mais c'était une idée contemplée. Et pour les Anglais, avec un Keir Starmer qui se fait du capital politique, à refuser cette guerre des Américains et à contester même son fondement, on dit, peut-être qu'on pourrait reconnaître la souveraineté de l'Argentine sur les îles Malouines, les Falklands, où les Britanniques avaient livré la guerre en 1982. Là où Margaret Thatcher a fait une partie de sa réputation. Exactement, en déployant l'armada. À l'époque où la Grande-Bretagne avait encore une marine militaire opérante, c'est plus du tout le cas. Je pense que si les Argentins décidaient de reprendre de force les îles Malouines, ça serait plus difficile pour les Britanniques de faire valoir leur souveraineté. Mais donc, les Américains qui disent
peut-être qu'on pourrait dire, d'autant que les relations entre Milley et Trump sont plutôt bonnes, peut-être qu'on pourrait concéder la souveraineté des îles Falklands aux Argentins. Ça changerait peut-être rien sur le terrain, mais symboliquement, c'est une gifle énorme. Et, je le répète, ça n'arrivera pas. C'est un mémo qui a été écrit pour être fuité, juste pour faire un gigantesque doigt d'honneur aux Européens et donner la mesure du mécontentement. Et dans ce contexte, tu as le bon Charles III qui débarquait hier pour aller faire la recension des abeilles dans les ruches de la Maison-Blanche. C'était l'activité officielle hier. Donc, le roi Charles qui va parler... et le thé, tu as raison, le thé évidemment. Mais surtout aujourd'hui, discours au Congrès. Important, c'est le 250e anniversaire de l'indépendance et pendant qu'on voit les images pour ceux qui nous regardent de ce thé, de ce high tea, aujourd'hui discours où on compte beaucoup sur la carte dorée qu'est le roi pour rabibocher les relations entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est pas franchement optimal en ce moment. Plus de détails en après-midi quand il prendra la parole. Monsieur Trump adore ce qui est royal. Merci Stéphane.